Un chiffre chute de 50%, un autre grimpe trop vite, et l'écart devient soudain le cœur du problème. Lorsque les insectes reculent nettement, mais que les autruches libérées avancent presque au même rythme, l'expérience bascule dans une tension que même les équipes locales n'avaient pas anticipée. Alors, que signifie vraiment pour les communautés rurales ce paradoxe où l'innovation testée par Ibrahim Traoré apporte à la fois un soulagement urgent et un risque immédiat? Cette scène, brève mais décisive, ouvre une fenêtre étroite sur l'avenir agricole burkinabé. Le projet né autour des autruches porte une promesse mesurée: offrir au village une réduction durable des nuisibles, tout en limitant les fragilités déjà visibles dans les zones agricoles. Le bénéfice attendu, une stabilité agricole plus précoce et moins dépendante des aléas extérieurs, ne suffit pourtant pas à dissiper les risques qui se profilent dès que la dynamique échappe au contrôle. Cette initiative, encore jeune, engage en réalité l'ensemble du Burkina Faso dans un pari où chaque fluctuation animale peut modifier l'équilibre économique local. Dans un contexte marqué par la sécheresse, l'imprévisibilité des saisons et une pression continue sur les rendements, l'enjeu dépasse largement la simple question technique. Il touche à la souveraineté alimentaire elle-même. À cela s'ajoute une interrogation persistante, née des premières observations contradictoires. Comment maintenir les avantages visibles, tout en évitant que les déplacements imprévus des autruches ne fragilisent les cultures les plus sensibles? Cette tension, discrète mais constante, devient le véritable moteur du débat national. Un micro-hook s'impose alors. Si le programme n'est pas régulé avec précision, que reste-t-il de sa promesse de résilience rurale? Dans les premières zones pilotes, un basculement discret mais décisif est apparu. Les ravages d'insectes ont chuté de 40 à 50% en seulement quelques mois, bien au-delà de ce que les agriculteurs avaient connu dans des conditions similaires. Mais presque simultanément, l'expansion imprévue des autruches a provoqué des dégâts visibles, illustrés notamment par les 20% de rizières piétinées près de Bobo, créant un contraste que les équipes de terrain n'anticipaient pas. C'est à partir de ce double constat que le projet prend toute sa profondeur. Car la dynamique observée n'est pas uniquement celle d'un oiseau robuste face à des nuisibles agricoles. Elle révèle un enchaînement serré de causes et d'effets, où chaque décision opérationnelle modifie les comportements du système entier. La réduction des criquets améliore directement la stabilité des cultures, ce qui offre une fenêtre de production plus sûre pour de nombreuses familles. Mais l'augmentation rapide des déplacements d'autruches crée une pression nouvelle sur les parcelles en germination, exposant certains villages à des pertes soudaines. Ainsi, un gain initial en entraîne un second, puis un contre-coup physique, et enfin une réponse politique. Un cycle où chaque étape devient la conséquence de la précédente. Pour Ibrahim Traoré, cette phase constitue la première preuve tangible que le pays peut mobiliser ses ressources internes pour réduire sa dépendance. Mais seulement si la régulation suit le rythme des effets réels observés sur le terrain. En retraçant l'origine du projet, on retrouve d'ailleurs une frustration accumulée autour des importations alimentaires, des épisodes répétés de sécheresse et d'un besoin urgent de stabiliser la production agricole. L'idée d'introduire les autruches n'est donc pas née d'un pari hasardeux. Elle s'inscrit dans une recherche de souveraineté, dans laquelle chaque ajustement compte. Et lorsque les premières inquiétudes apparaissent, notamment autour des déplacements incontrôlés, elles ne contredisent pas le projet. Elles indiquent simplement que chaque bénéfice génère un risque symétrique si la régulation n'est pas intégrée dès le départ. La question ouverte au début trouve ici un éclairage partiel. Une innovation locale peut bel et bien fonctionner, mais seulement si sa logique interne et ses est maîtrisée à chaque maillon du processus. Deux scènes de terrain, distinctes mais complémentaires, permettent de comprendre comment l'initiative s'est traduite dans la vie réelle des villages. La première se déroule à Kaya, où les agriculteurs ont observé que les autruches chassaient activement les criquets autour des parcelles cultivées. Cette interaction, encore limitée mais régulière, entraînait une réduction visible des nuisibles et une amélioration précoce de la qualité des cultures. Dans cette zone,
le projet a pris la forme d'un soulagement immédiat. Les plants respirent mieux, les pertes diminuent et les familles se retrouvent une marge de stabilité rarement observée auparavant. Ce micro-succès, modeste mais tangible, a servi de premier repère pour mesurer l'efficacité opérationnelle de l'expérience. La seconde scène, moins favorable, apparaît dans une petite communauté proche de Bobo. Ici, les autruches se sont parfois aventurées trop près des zones en germination, provoquant des piétinements imprévus et rappelant brutalement les limites du programme. Les habitants ont constaté que, sans surveillance étroite, les gains visibles pouvaient être annulés en quelques heures. Cette réalité, brute et concrète, a montré que l'initiative ne pouvait fonctionner que si la régulation était parfaitement alignée avec les comportements des oiseaux. Elle a également mis en évidence que les communautés les plus exposées devenaient les premières à ressentir les dérives, faisant de chaque retard de décision un risque direct pour les récoltes. En reliant ces deux cas, on saisit pourquoi le projet repose sur un équilibre délicat et non sur une dynamique linéaire. Là où les interactions sont guidées, les bénéfices émergent. Là où elles restent libres, les dangers s'intensifient. La leçon implicite est simple et tient en une phrase courte. La maîtrise du terrain conditionne la survie du programme. L'initiative prend forme le jour où les premières autruches sont relâchées dans la savane burkinabé. Ce geste, pensé comme une phase pilote, vise avant tout à observer un comportement naturel susceptible de réduire la pression des criquets. Les équipes locales, dispersées autour des zones cultivées, commencent immédiatement à documenter les déplacements, les regroupements et les interactions entre les oiseaux et les parcelles. Dans les premières semaines, un signal encourageant apparaît. Les insectes reculent, les plants reprennent de la vigueur, et certaines familles rapportent une amélioration perceptible du rendement. Le programme semble alors se dérouler selon un scénario idéal, où les bénéfices se révèlent plus rapidement qu'attendu. Cette phase constitue le kitschwat, l'instant où l'expérience bascule du simple pari conceptuel vers un début de transformation réelle du quotidien rural. Mais cette dynamique positive ne dure qu'un temps. À mesure que les autruches s'adaptent à leur nouvel environnement, leurs déplacements deviennent plus étendus, plus rapides, parfois totalement imprévus. C'est ici que commence le chaos trao, le point où la tension latente explose. Dans plusieurs villages, les habitants constatent des incursions soudaines dans les champs en germination, provoquant des piétinements significatifs. Les médias locaux s'emparent du sujet, diffusent témoignages, images et récits contradictoires. La promesse initiale d'une réduction des nuisibles se heurte brutalement à la crainte d'une perturbation incontrôlée du cycle agricole. À Bobo, les dégâts deviennent suffisamment visibles pour alimenter un débat national. L'initiative peut-elle réellement s'étendre sans encadrement strict? Les critiques pointent du doigt l'absence de barrières, de zones balisées, de protocoles d'intervention. Les défenseurs rappellent que les gains initiaux sont tangibles, mesurés et reproductibles. Au centre du tumulte, Ibrahim Traoré maintient sa position. Le programme ne doit pas être abandonné, mais corrigé. Il insiste sur l'idée que l'innovation locale n'a de sens que si elle s'adapte aux réalités du terrain plutôt que de céder à la pression des premiers obstacles. C'est cette décision qui enclenche la phase de Duchamp, une période complexe où chaque choix produit des effets contrastés. Le gouvernement met en place les premières équipes de régulation chargées d'orienter les autruches vers des zones spécifiques et de limiter les déplacements dangereux. Les coûts logistiques augmentent immédiatement, alourdissant les budgets déjà fragiles. Les communautés réagissent de manière hétérogène. Certaines voient noter une diminution claire des incidents. D'autres continuent de subir des oscillations entre gains et pertes. Dans les régions où la régulation fonctionne, les cultures reprennent un rythme plus stable, confirmant les observations de Kaya, où la réduction des nuisibles avait ouvert une période rare de productivité accrue. Dans les zones moins encadrées, les dégâts persistent et nourrissent la défiance. Cette alternance crée un paysage agricole fragmenté, où chaque ajustement politique devient déterminant.
Au fil des mois, une conclusion partielle émerge. Le succès ne dépend pas du concept, mais de sa gestion opérationnelle. Le mécanisme gain rapide, risques émergents, corrections nécessaires devient la matrice même du programme. Et parce que chaque étape conditionne la suivante, l'histoire poursuit sa trajectoire sous une question centrale, encore ouverte. La régulation peut-elle suivre la vitesse réelle des dynamiques créées par le projet? La dynamique du programme devient plus lisible dès que les premières mesures quantitatives sont consolidées, offrant enfin un socle précis pour comprendre la progression réelle du projet. Le point de départ, celui qui sert de baseline, est simple. Dans plusieurs zones rurales, la pression des nuisibles atteignait un niveau critique, compromettant la stabilité des cultures, saison après saison. Ce contexte fragilisé permet de mesurer avec exactitude l'ampleur des changements provoqués par l'introduction des autruches. Premier indicateur, une réduction de 40 à 50% des infestations d'insectes. Cette baisse, observée après quelques mois seulement, marque un delta suffisamment large pour être interprété comme un effet structurel plutôt qu'un simple événement ponctuel. Explication. 10-12 mots. La diminution rapide confirme une interaction cohérente entre oiseaux et parasites agricoles. Dans les villages concernés, cette transformation s'est traduite par un soulagement immédiat. Les plants subissent moins de ravages, les récoltes respirent mieux, et les familles constatent une amélioration tangible de leur rendement. L'effet, mesuré et reproductible, devient le premier pilier de crédibilité du projet. Deuxième indicateur, une hausse d'environ 30% de la production de mil acacia. Ce chiffre, local mais significatif, montre que les bénéfices ne se limitent pas à la seule réduction des insectes. Ils se matérialisent donc directement dans la productivité. Explication. 10-12 mots. Le gain indique que l'impact positif peut potentiellement s'étendre à d'autres zones. L'augmentation de la production ne découle pas d'un changement climatique soudain ni d'un apport extérieur. Elle repose uniquement sur la réduction de la pression des criquets et sur un environnement agricole mieux protégé. Cela fait de Kaya un laboratoire vivant où l'on peut lire en avance ce que d'autres localités pourraient expérimenter si la régulation reste constante. Troisième indicateur, environ 20% des rizières au bord de bobos endommagés. Ce chiffre fonctionne comme un miroir inversé des deux premiers. Il ne mesure pas un gain, mais une alerte. Explication. 10-12 mots. La croissance incontrôlée peut inverser brutalement les progrès obtenus quelques mois avant. Ici, les autruches sorties des zones encadrées ont provoqué des piétinements importants, révélant que la réussite n'a jamais été automatique. Elle dépend strictement du contrôle exercé sur les déplacements des oiseaux. Ce constat transforme le programme en un système à double sens, où chaque bénéfice porte en lui un risque symétrique si la régulation faiblit. En combinant ces trois mesures, deux positives et une critique, apparaît une image beaucoup plus nuancée de la trajectoire du projet. Les autruches ne sont ni un remède universel, ni une menace incontrôlable. Elles constituent un outil efficace uniquement lorsqu'elles évoluent dans un cadre défini. Les données montrent clairement que les villages gagnent lorsque les interactions sont guidées et qu'ils perdent dès que les déplacements deviennent imprévisibles. Cette logique impose une vérité opérationnelle. La réussite dépend de la capacité à anticiper les dérives au même rythme que les bénéfices. Dans cette configuration, la tâche assignée aux autorités devient centrale. La phase actuelle n'exige pas de nouvelles promesses, mais une amélioration continue des protocoles de suivi. Car si les chiffres prouvent que la stratégie fonctionne sous conditions, ils démontrent tout autant que la moindre faille peut annuler les avancées obtenues. Et c'est précisément cette tension, désormais chiffrée et objectivée, qui prépare la suite du débat public autour du programme. Deux visions structurent désormais le débat autour de l'initiative, chacune portée par des arguments solides qui méritent d'être examinés sans simplification. Le premier camp, composé de défenseurs convaincus, s'appuie sur les gains observés dès les premiers mois. La réduction de 40 à 50% des nuisibles dans plusieurs zones pilotes, l'amélioration visible de la qualité des cultures et l'augmentation d'environ 30 de la production de mil acacia. Pour eux,
Or, ces résultats démontrent qu'un modèle fondé sur une ressource locale peut réellement offrir une stabilité agricole immédiate et ouvrir une nouvelle voie de souveraineté. Ils ajoutent que l'émergence d'une petite filière autour de la viande, des œufs et du cuir montre que l'initiative dépasse le strict cadre écologique pour toucher à l'économie rurale elle-même. Dans cette perspective, le programme représente une chance rare, un moyen de réduire la dépendance extérieure tout en dynamisant les communautés. Face à cette lecture optimiste, le camp critique avance 3 réserves majeures. La première concerne l'imprévisibilité des déplacements d'autruches, mise en évidence par les 20 de rizières endommagées près de Bobo. Preuve que le risque peut dépasser les bénéfices si la régulation n'est pas stricte. La seconde réside dans le coût logistique croissant, surveillance, équipes spécialisées, zones balisées, autant de dépenses qui pèsent sur un pays déjà soumis à de fortes contraintes budgétaires. La troisième alerte concerne l'équilibre écologique. Une population d'autruches trop rapide à se développer pourrait créer un nouveau désordre environnemental, annulant progressivement les avantages initiaux. La réponse la plus cohérente, étayée par les données du programme, se situe entre ces 2 positions. Les chiffres montrent que les défenseurs ont raison lorsque le programme est régulé, et que les critiques ont raison lorsque la régulation faiblit. Les exemples de Kaya et de Bobo ne se contredisent pas. Ils illustrent la même logique. L'initiative fonctionne dès que les autruches sont guidées dans des zones définies et qu'un suivi constant limite les dérives. Mais elle échoue dès que les déplacements deviennent libres. Ainsi, l'issue du débat n'oppose pas efficacité et risque. Elle dépend d'un facteur unique, confirmé par toutes les observations. La maîtrise opérationnelle conditionne entièrement la viabilité du programme. Un pivot silencieux apparaît. À partir du moment où les équipes de régulation sont déployées, la dynamique du projet change plus rapidement que prévu. Les autruches, auparavant laissées en semi-liberté, commencent à être redirigées vers des zones définies, limitant leurs incursions dans les parcelles les plus sensibles. Ce recalibrage transforme l'initiative en un modèle hybride, ni totalement naturel, ni totalement contrôlé, mais assez encadré pour stabiliser les effets bénéfiques observés au début. Les incidents diminuent dans plusieurs localités, tandis que la réduction des nuisibles reste perceptible, offrant aux agriculteurs une fenêtre de stabilité plus large que durant les phases initiales. Pour Ibrahim Traoré, ce moment charnière n'est pas seulement technique. Il devient la preuve qu'une idée audacieuse peut évoluer sans perdre sa cohérence. Le gouvernement démontre qu'il peut ajuster ses méthodes au rythme des réalités du terrain, sans rompre avec l'objectif de souveraineté alimentaire qui a motivé l'expérience. Cette transition atténue les oscillations extrêmes entre succès rapide et dommages soudains, révélant que la régulation ne supprime pas la tension du projet, mais la rend gérable. Le programme entre ainsi dans une zone médiane où chaque décision peut désormais amplifier ou neutraliser les gains existants. Et c'est précisément cette nouvelle stabilité relative qui prépare l'analyse des effets concrets sur les différents groupes concernés. Les effets tangibles du programme n'apparaissent clairement que lorsque l'on observe séparément les 4 groupes directement impactés. Chaque catégorie, agriculteurs, NN, acteurs économiques ruraux, DN, population des zones exposées, ND, et régions stratégiques du pays, KV, révèle une facette différente de la dynamique introduite par les autruches. En ce qui concerne les agriculteurs, dans des zones comme Kaya, la baisse de 40 à 50% des infestations offre un répit inédit. Les cultures de mil, moins agressées, connaissent une stabilité qui n'était plus observée depuis plusieurs saisons. Et l'augmentation d'environ 30% de la production locale devient un signal fort pour les familles. Cependant, cette amélioration ne se diffuse pas uniformément. Dans certains villages proches de Bobo, les 20% de rizières piétinées ont rappelé que chaque avantage reste fragile tant que la régulation n'est pas appliquée de manière rigoureuse. Les agriculteurs naviguent donc entre opportunité et incertitude.
dépendant étroitement de la capacité du programme à contenir les déplacements imprévisibles. Pour ce qui est des acteurs économiques ruraux, l'émergence d'une filière autour de la viande, des œufs et du cuir d'autruche ouvre des perspectives nouvelles. Des entrepreneurs locaux, comme Sandwasher, envisager une chaîne de valeur plus structurée, capable d'offrir des revenus complémentaires aux producteurs. Mais cette dynamique économique naissante se heurte rapidement aux coûts logistiques. Enclos, transport, surveillance, équipements adaptés, autant d'investissements lourds pour des zones où les marges restent limitées. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'idée d'un modèle interne, ancré dans les ressources locales, se renforce. Pourtant, la réussite économique dépend strictement de la stabilisation de la population d'autruche. Sans encadrement, aucun marché ne peut prospérer durablement. Du côté des populations les plus exposées, pour de nombreux ménages vivant à proximité des zones d'expansion, l'initiative transforme le quotidien. La réduction des nuisibles améliore l'accès à des récoltes plus fiables, renforçant la sécurité alimentaire à court terme. Mais la proximité physique avec les autruches provoque aussi des épisodes d'inquiétude. Mouvements soudains, incursions imprévues, perturbations autour des habitations. Ces communautés deviennent les premières à ressentir chaque dérive opérationnelle, ce qui renforce la nécessité d'une surveillance constante. Lorsque les équipes de régulation interviennent efficacement, la confiance s'améliore. Dans le cas contraire, les tensions s'accumulent rapidement. À l'échelle stratégique du pays, le projet se charge progressivement d'une dimension symbolique. La volonté d'utiliser une ressource locale plutôt qu'une aide extérieure devient un marqueur de souveraineté, largement commenté dans les milieux politiques et médiatiques. Pour le Burkina Faso, cette initiative montre qu'une innovation née du territoire peut aspirer à remodeler un secteur entier, même dans un environnement fragile. Cependant, les disparités observées entre les régions, succès clair à Kaya, fragilité persistante à Bobo, soulignent que le modèle ne peut fonctionner qu'avec une gestion territoriale différenciée. Chaque zone nécessite un encadrement adapté afin d'éviter qu'une dérive locale n'affecte la cohérence nationale. En réunissant ces 4 perspectives, une conclusion apparaît. Les conséquences du programme ne se résument jamais à des chiffres isolés. Elles forment une mosaïque où chaque groupe vit une version différente de l'expérience et où la stabilité générale dépend de l'harmonisation de ces réalités. Cette hétérogénéité, à la fois source de richesse et de fragilité, qui conditionne désormais la suite du projet et la manière dont il sera intégré dans les stratégies rurales de long terme. Les tendances observées permettent d'esquisser 3 trajectoires possibles pour les prochains mois, chacune révélant une manière différente d'équilibrer bénéfices, risques et capacité de régulation. Il ne s'agit pas de prédire l'avenir, mais de décrire les options réalistes qui se dessinent à partir des dynamiques déjà visibles sur le terrain. Scénario base. L'ajustement continu. Dans cette configuration, les équipes de régulation parviennent à maintenir les autruches dans des zones délimitées, sans éliminer totalement les incidents. Les bénéfices initiaux, réduction notable des nuisibles, amélioration progressive de certaines cultures, se stabilisent, mais ne se propagent pas uniformément dans tout le pays. Les dégâts sporadiques persistent, surtout dans les localités où la surveillance reste irrégulière. L'économie émergente autour de la viande et du cuir avance lentement, freinée par des coûts logistiques encore élevés. Ce scénario, prudent et réaliste, repose sur une vigilance permanente plutôt que sur une transformation rapide. Scénario optimistique. La stabilisation maîtrisée. Ici, la régulation devient pleinement opérationnelle. Les zones de gestion fonctionnent comme prévu. Les autruches atteignent un niveau compatible avec les besoins agricoles et les incidents diminuent nettement. Les gains observés à Kaya deviennent progressivement reproductibles dans d'autres régions, ce qui renforce la confiance des agriculteurs et améliore leur marge de production. L'industrie dérivée se structure. Collecte, transformation, transport, distribution.
Le modèle acquiert un statut symbolique, celui d'une innovation souveraine capable d'inspirer d'autres pays sahéliens. Dans cette version, le projet change d'échelle sans perdre de vue son ancrage local. Scénario worst, l'emballement incontrôlé. Dans la trajectoire la plus difficile, la reproduction des autruches dépasse à nouveau les capacités de régulation. Les incidents se multiplient, les cultures sensibles deviennent vulnérables et les pertes agricoles s'étendent dans plusieurs localités. Les coûts logistiques explosent, obligeant l'État à réallouer des budgets essentiels au détriment d'autres priorités rurales. La filière économique stagne sous l'effet des incertitudes et la promesse de souveraineté alimentaire se fissure. Ce scénario n'implique pas un échec définitif, mais une remise en cause sévère du modèle tel qu'il est conçu aujourd'hui. Goi i Tedui, non prédictif. Plutôt que de choisir un scénario, il devient plus utile de raisonner en termes de conditions. Si la régulation suit la vitesse des dynamiques animales, alors le système reste viable. Si elle décroche, même brièvement, les gains peuvent surtout se retourner contre eux-mêmes. Le futur dépend ainsi moins des autruches que de la capacité humaine à ajuster en continu un modèle encore jeune. Pour comprendre pleinement la portée du programme, il faut observer comment il résonne auprès de 3 cercles distincts. Les familles rurales directement concernées, groupe A, les jeunes entrepreneurs attirés par les nouvelles opportunités économiques, groupe B, et les citoyens des centres urbains qui suivent le projet depuis la distance des villes, groupe C. Chaque groupe perçoit l'initiative à travers un prisme différent, révélant ainsi ce que le débat technique ne montre pas toujours. Groupe A, les foyers ruraux. Dans les villages agricoles, la diminution des nuisibles se traduit immédiatement dans les assiettes, les stocks et les revenus saisonniers. Les familles constatent que les périodes de récolte deviennent légèrement plus stables, ce qui allège la pression quotidienne. Mais elles vivent aussi les inquiétudes liées aux incursions imprévues, ce qui fait de chaque semaine un équilibre fragile. Pour elles, le projet n'est ni un symbole ni un débat. C'est une expérience vécue, avec des oscillations rapides entre espoir et vigilance. Groupe B, les jeunes entrepreneurs locaux. L'apparition progressive d'activités autour de la viande, des œufs et du cuir d'autruche ouvre un espace inédit d'imagination économique. Certains y voient la possibilité de bâtir des micro-entreprises, de créer des circuits locaux de transformation ou d'expérimenter de nouveaux modèles agricoles adaptés au territoire. Cependant, l'incertitude opérationnelle les oblige à avancer avec prudence, car chaque dérive du programme peut reconfigurer soudainement leurs marges et leurs investissements. Groupe C, les habitants des centres urbains. Depuis les grandes villes, l'initiative s'est perçue comme une affirmation de volonté politique, celle de chercher une solution interne plutôt que d'attendre une aide extérieure. Le projet devient un miroir des aspirations collectives, un rappel que même un pays soumis à de multiples contraintes peut tenter d'inventer ses propres réponses. Mais cette lecture plus symbolique s'accompagne d'une interrogation récurrente. Le modèle pourra-t-il se stabiliser assez longtemps pour devenir un exemple durable ? En réunissant ces 3 angles, une évidence se dégage. L'impact du programme dépasse le seul champ agricole. Il touche aux attentes, aux imaginaires et aux préoccupations quotidiennes, prouvant que chaque ajustement technique porte aussi une résonance humaine. Pour transformer l'initiative en un modèle stable, une feuille de route opérationnelle doit définir clairement qui agit, où, quand et avec quels indicateurs. Cette approche ne vise pas à verrouiller le projet, mais à créer un cadre capable d'anticiper les oscillations déjà observées. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, 4 axes deviennent prioritaires. 1. Surveillance hebdomadaire structurée. Les équipes locales doivent suivre les déplacements des autruches chaque semaine dans les zones sensibles. L'action, cartographier les mouvements, identifier les incursions à risque, intervenir dès les premiers signaux. L'indicateur, rapport hebdomadaire,
parcelle protégée, parcelle menacée, permettant d'ajuster rapidement le protocole. 2. Mise en place de zones de pâturage réservées. Ces périmètres, opérationnels avant la prochaine saison agricole, doivent offrir un espace contrôlé sans supprimer l'effet bénéfique sur les nuisibles. L'action: baliser, sécuriser et maintenir une densité d'autruches compatible avec les cultures voisines. L'indicateur: stabilité des populations dans les périmètres définis et chute des incidents en bordure de zone. 3. Formation mensuelle des agriculteurs. Les producteurs doivent comprendre comment anticiper les comportements des autruches pour réduire les incidents proches des habitations et des parcelles en germination. L'action: ateliers et pratiques, modules courts, retour d'expérience entre villages. L'indicateur: diminution progressive des signalements d'incursions dangereuses.